Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur Gabon 24. En titre, dans cette grande édition, au Gabon, la célébration de la journée mondiale de l'alimentation est placée sous le thème « Le climat change l'alimentation ». Conférences, débats et visites de terrain étaient au cœur de l'événement alors que le pays réamorce le développement de son agriculture. Hors des frontières gabonaises, en RDC plus précisément, une frange de l'opposition devrait signer mardi un accord sur les modalités d'exercice du pouvoir à la date d'expiration du mandat du président Joseph Kabila, le 19 décembre 2016. Les accords et ses contours seront donnés dans ce journal. Et puis nous parlerons de l'ouverture du Ciel, qui est le Salon international de l'alimentation, la plus grande vitrine agroalimentaire mondiale. Il s'est ouvert ce dimanche à Paris, c'est dans un instant. Voilà pour les principaux titres, bienvenue à tous. Éducation en ouverture, conformément aux instructions du Premier ministre gabonais présentant le programme des 100 premiers jours de son gouvernement, le ministre de la fonction publique a reçu les centrales syndicales du secteur de l'éducation nationale pour faire le point sur les éléments essentiels pour une rentrée des classes le 31 octobre. Lariska Mamengi pour le point. Climat apaisé, ambiance détendue, les leaders syndicaux du secteur de l'éducation présentent au ministre gabonais de la fonction publique, premier responsable des ressources humaines de l'État, les préalables pour que la rentrée des classes soit effective le 31 octobre. Le minimum qu'il nous faut, c'est de faire en sorte que les tables bancs soient effectivement livrées, que les vacations soient payées, que la PEP soit payée, que le concours de l'entrée à l'ENS soit organisé et que le gouvernement sache que nous voulons que l'éducation soit une éducation publique et gratuite. Parce qu'aujourd'hui, ne pas construire, c'est de faire en sorte que les parents d'élèves puissent obligatoirement inscrire leurs enfants au privé, quand on sait que tous les Gabonais n'ont pas de moyens. Pour le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale, rester radical n'est pas la bonne posture pour une sortie de crise. Il est plutôt question que les deux parties fassent des concessions. Nous ne voulons pas être catégoriques, parce qu'on ne peut pas, on sait que nous sommes des enseignants. Nous avons le devoir d'enseigner nos enfants, mais nous ne voulons pas enseigner dans n'importe quelle condition. Et nous pouvons accorder un délai à l'État pour faire en sorte que les salles de classe soient construites. Mais nous ne pourrons pas attendre indéfiniment. Donc nous avons le minimum et nous attendons que d'ici le 29, les choses vont bouger et nous apprécierons lors de l'Assemblée générale du 29. Au nombre des revendications posées par les enseignants, plusieurs pourraient trouver des solutions d'ici la rentrée des classes. Le reste, de façon progressive. Conformément au calendrier annoncé par le gouvernement gabonais, la rentrée universitaire a eu lieu ce lundi 17 octobre 2016 dans l'ensemble des établissements supérieurs. D'une rentrée à une autre, le gouvernement gabonais a arrêté la date du 17 octobre pour la rentrée administrative. Cette fois, cette décision a bel et bien été observée à Libreville. Andy Tungui pour le point. Lundi 17 octobre, la consigne gouvernementale est respectée. Personnel administratif, d'encadrement et enseignants sont présents. La rentrée administrative est ici une réalité. Aujourd'hui, l'établissement a ouvert ses portes. Nous avons commencé depuis ce matin à procéder à la délivrance de certains actes administratifs, tels que les transferts. Certains parents venaient pour chercher à arrêter les transferts pour leurs enfants, d'autres venaient déposer. Donc le secrétariat du projet ouvert a procédé à l'enregistrement de ces dossiers qui seront traités lors d'une commission de transfert. Au lycée Nelson Mandela de Libreville, qui porte le nom du premier président noir sud-africain, l'effectivité est aussi évidente. Dans la semaine, en ce qui concerne notre division spécifique des tâches que nous avons élaborées, l'intendant et les économes, puis la personne non permanente, s'occupent de l'entretien de la cour de lycée, l'entretien, n'est-ce pas, de salles de classe et l'inventaire, n'est-ce pas, des tables bancs. Pour que le 31 octobre, comme l'a bien dit, précisé le gouvernement, la rentrée des classes soit effective. Malgré des petits dysfonctionnements observés ici et là, principal et proviseur rassure les parents d'élèves quant à l'accueil et la conduite des programmes scolaires durant cette année académique 2016-2017. Lors de la journée mondiale de la vue le 12 octobre dernier, certains patients se sont plaints de la non prise en charge de l'achat des lunettes par la CNAMGS. Le reportage de Reine Andem et Joël Tatou.
Les maladies oculaires sont une préoccupation pour les adultes que pour les enfants. Pourtant, ceux qui souffrent des yeux ont parfois du mal à aller chez l'ophtalmologue et pour cause, le coût d'une paire de verres plutôt cher. Bon nombre de patients se demandent pourquoi la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS, ne prend pas en charge l'achat des lunettes. Parmi les textes de loi qui régissent la CNAMGS et définissent notamment le panier de soins, la lunetterie fait partie des actes médicaux pris en charge par la CNAMGS. Et donc, en référence avec ce qui se passe ailleurs, le taux de prise en charge des lunettes serait faible si on pouvait faire référence à cela. Nous vous donnerons par exemple ce qui se passe en Europe, en France notamment. En convertissant en euros la prise en charge, elle serait de 25 000 francs CFA, ce qui n'est pas conséquent lorsque nous savons que la petite prise en charge, la petite paire de lunettes, coûte en général entre 80 et 100 000 francs CFA. Nous avons reçu des instructions de notre hiérarchie pour pouvoir en fait vulgariser donc les taux qui seront définitivement appliqués dans la CNAMGS. La Caisse nationale de maladie et de garantie sociale est en train d'étudier les voies et moyens pour prendre en charge les lunettes optiques à un taux conséquent. Ce 16 octobre, à l'instar de la communauté internationale, le Gabon célébrait la Journée mondiale de l'alimentation sous le thème « Le climat change l'alimentation » aussi pour souligner que l'alimentation et l'agriculture doivent s'adapter au changement climatique pour nourrir de manière durable la population mondiale qui ne cesse de croître. Au Gabon, plusieurs activités sont au programme. Regardez. Autant de questions que l'on pourrait se poser sur les aliments qui figurent dans nos menus quotidiens. Ou quelle habitude alimentaire avons-nous pour entretenir une bonne santé? Entre volailles, espèces halieutiques et les légumes, les nutritionnistes conseillent de faire le choix des produits sains. Manger équilibré, c'est avoir une composition à base d'une source de protéines, la viande rouge, la viande blanche, du poisson frais, accompagné des féculents. Vous avez la banane, vous avez les taros, les tubercules, les ignames, la patate et tout ce qu'il y a comme céréales, le riz. Nous avons du couscous, il y en a qui aiment bien, le couscous au mouton, c'est un plat complet. Et ne jamais oublier des légumes. Il est important qu'il y ait ces trois éléments-là pour constituer un repas, on va dire, idéal. Selon les spécialistes, bien manger, c'est ne pas avoir une assiette garnie, car très souvent nous affectionnons des aliments qui au finish détruisent progressivement notre corps. Bien manger, c'est manger bio, manger frais. Ça veut dire que quand on veut prendre son jus d'orange au matin, il vaut mieux acheter les oranges sur la place, nous en avons, presser et les consommer. Il ne faut surtout pas les conserver pendant longtemps lorsqu'on a pressé un jus. La chaîne alimentaire étant composée de plusieurs éléments, l'essentiel devrait nous interpeller à acheter des aliments qui ne sont pas coûteux, mais nécessaires à maintenir l'équilibre du corps. Certaines maladies, dites émergentes, sont parfois causées par une mauvaise alimentation. L'Agence nationale des parcs nationaux a organisé samedi à l'Institut français de Libreville une conférence de presse en vue de discuter de la préservation de la biodiversité. Regardez, c'est un reportage de Bienvenue Nelkem. Beaucoup d'espaces naturels au Gabon sont très riches et bien préservés, avec une grande diversité de paysages et de faune. Dans le cadre de la préservation de la biodiversité au Gabon, l'ANPN, l'Agence nationale des parcs nationaux, a tenu une conférence samedi dernier dont un des thèmes retenus, comment orienter les politiques d'urbanisation de telle sorte qu'elles n'impactent pas le milieu environnemental. Les gens cherchent des terrains, les gens cherchent à s'établir, la ville grandit à très grande vitesse et ça se traduit souvent par des dégradations environnementales importantes. Donc les questions qu'on s'est posées aujourd'hui, c'est de savoir comment orienter les politiques d'urbanisation de façon à ce qu'elles n'impactent pas le milieu environnemental. Comment est-ce que des décisions du même gouvernement peuvent entrer en cohérence. Et il y a certainement des solutions avec des règles d'urbanisme, avec des règles architecturales propres aux zones tampons des aires protégées. Selon Mathieu Ducrot, Libreville est la seule capitale de tout le bassin atlantique entourée d'espaces protégés. Nous avons un patrimoine culturel très riche. Nous avons les espaces verts considérables, nous avons de la faune, nous avons la flore, mais nous ne savons pas réellement comment exploiter ces richesses naturelles.
Des décisions devraient rapidement être prises pour préserver les sites sacrés des communautés qui ne veulent pas les perdre avec l'urbanisation. Et il faudrait également protéger les berges des rivières et les mangroves qui sont des écosystèmes extrêmement importants qui protègent contre les inondations et l'érosion côtière. Le Gabon se prépare pour la conférence des parties sur le changement climatique qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre prochain. Le sous-comité communication et le Conseil national climat s'est réuni ce lundi pour des priorités thématiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Linda Gaël Maganga. Le sous-comité communication Gabon pour la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques se réunit à Libreville pour préparer le rendez-vous de Marrakech qui se tiendra au début du mois de novembre. Il faut considérer que le travail qui s'est fait en ce moment au sein du sous-comité communication, c'est le même qui se fait dans les autres sous-comités. La seule différence, c'est que nous sommes au devant de la scène parce que nous sommes visibles, nous sommes la presse. Cette réunion nous avait également permis de recenser un certain nombre de documents, des œuvres qui devraient nous permettre également d'étayer le contenu de toutes les stratégies qui sont mises en place en vue donc de la lutte contre les changements climatiques. La presse, les spécialistes en charge de l'observation et des études de climat fournissent leurs armes en harmonisant les projets de communication qui mettent en lumière la sensibilisation et les mesures de prévention pour lutter contre la destruction de la couche d'ozone et le réchauffement climatique. Nous demandons à tous ceux qui sont à toutes les bonnes forces, les bonnes intelligences justement, à venir du côté du Conseil national climat pour pouvoir transférer le message, pour pouvoir informer le Gabonais, l'Africain et l'Européen sur ce que le Gabon fait en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Conseil national climat du Gabon a choisi de rendre visible l'action du Gabon en faveur de la protection de l'environnement et particulièrement en matière de limitation de gaz à effet de serre. Les attentes de la COP22 pour les parties prenantes sont plus que des engagements en faveur du développement durable. En prélude de la conférence des parties sur le climat COP22 prévue du 7 au 18 novembre à Marrakech au Maroc, la rédaction de Gabon 24 vous propose la minute de la COP22. Aujourd'hui, définition et implication. Bienvenue Nelkem. Le terme COP signifie Conférence des parties à la Convention de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies sur le climat. Cette convention internationale a été adoptée en 1992 pour maîtriser l'augmentation des gaz à effet de serre causés par l'homme, dans le but d'éviter un dérèglement dangereux du climat. Chaque année, les participants de cette conférence se réunissent pour décider des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique. Après l'accord de Paris sur la COP21 l'année dernière, le tour revient à Marrakech, au Maroc, d'abriter la COP22 qui se tiendra du 7 au 18 novembre 2016 dans le même élan de promouvoir l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le développement durable. Et en matière de développement durable, le Gabon n'est pas en reste. Dans son programme PSGE, Plan stratégique Gabon émergent, le pays vise à atteindre l'émergence à l'horizon 2025, fondée sur la notion du développement durable. Le président Ali Bongo Ondimba fait de la question environnementale un de ses axes majeurs dans le développement du pays. Notre ambition est de diminuer d'ici à 2025 plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre produits par chaque Gabonais, avait affirmé le président de la République gabonaise qui a participé au sommet de Copenhague en 2009 et de Paris en 2015. Le 1er avril 2015, le Gabon, premier pays africain à avoir affiché ses engagements climatiques, a proposé dans sa contribution de réduire ses émissions d'au moins 50% par rapport à l'évolution prévue en cas de politique inchangée. Le pays présente les mesures pour les maîtriser et une stratégie d'adaptation, notamment concernant son littoral, particulièrement exposé à la montée des eaux.
Après 3 ans et demi de loyaux services dans la province de l'Ogooué-Maritime, on peut aisément affirmer que Martin Boguikouma, le nouveau directeur de cabinet du président de la République, ne laisse derrière lui que des amis et des collaborateurs admiratifs du travail abattu par ce dernier. C'est au cours d'une cérémonie de revoir qu'ils lui ont témoigné tout le bien qu'ils pensent de lui. C'était dans la salle polyvalente de la foire municipale de Port-Gentil. Igor Onanga. Cadre de l'administration publique déconcentrée, agents des collectivités locales, forces de l'ordre, opérateurs économiques, élus locaux et nationaux et même les confessions religieuses, personne n'aura voulu manquer cette occasion de dire au revoir à celui qui fut gouverneur de l'Ogooué-Maritime 3 ans et demi durant, aujourd'hui et désormais directeur de cabinet du président de la République. Au revoir, monsieur le gouverneur, parce que c'est en cette qualité que vous êtes resté 3 ans durant avec nous. Par ma voix, les populations de notre cité vous témoignent leur gratitude, car à l'unanimité, jeunes, adultes, vieux, reconnaissent que vous avez été à la hauteur. Vous laissez des amis, des frères, mais réellement des frères. Des mots pleins de sens et d'émotion qui seront complétés par ceux du préfet du département de Bendjé et par le doyen des directeurs provinciaux de l'administration publique qui ont également voulu synthétiser le saisissement de leurs collaborateurs qui ont su apprendre à connaître, à respecter, mais surtout à aimer Martin Boguikouma. Alors que le déroulé de cette cérémonie de revoir dénonçait la réciprocité de cette affection, les mots du gouverneur sortant ont subtilement évoqué la capacité de tous à être des citoyens modèles. Je m'en vais accompagner le président pour lui permettre de réaliser son projet de l'égalité des chances. Et chacun d'entre nous mérite la chance. Et nous devons être ensemble. Et nous devons changer ensemble. La remise de cadeaux qui s'est fait suite ne fut que l'illustration de toute cette bienveillance à l'endroit du couple Boguikouma. À l'entreprise Bokar, les agents s'inquiètent de leur avenir, soumis à une procédure de liquidation alors qu'un rendu de justice sur cette affaire parlerait plutôt de redressement judiciaire. Ces derniers ne comprennent pas très bien le rôle que joue actuellement le syndic judiciaire en charge du dossier de cette entreprise en crise depuis 2013 et après que les patrons aient pris, comme vous allez le voir, la poutre d'escampette. Igor Onanga. À Bokar, STSI, on semble bien loin de la sortie de l'auberge. En effet, après les montées d'adrénaline conséquentes à une première vague de licenciements qui a secoué cette entreprise, aujourd'hui, c'est plus d'une 50aine d'agents qui se retrouveraient presque à la porte, aux grandes dames de ces derniers. Nous tous nous sommes surpris de constater malheureusement que, au lieu que ce soit un redressement judiciaire, comme ça a été prononcé par rapport à l'ordonnance qui est en possession en ce moment avec le syndic judiciaire qui a été nommé par le tribunal de Port-Gentil. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement que les démarches ou les étapes qui ont été entreprises par le syndic, c'est un rapport avec une liquidation. Sans nouvelles des patrons de cette entreprise du secteur parapétrolier, le rôle joué par le syndic judiciaire commis par le tribunal de Port-Gentil éveille des incompréhensions auprès de ses employés qui craignent l'aboutissement de la procédure de liquidation. Aujourd'hui, si encore plus de 60 personnes s'ajoutent déjà à ceux qui sont déjà au chômage, c'est vraiment une situation où aujourd'hui on ne peut pas s'en sortir. Il y a l'école des enfants, il y a des personnes qui ont fait presque toute leur vie dans l'entreprise, aujourd'hui qui sont dehors. Pour ces agents dont les inquiétudes rythment désormais le quotidien, une reprise du travail et la relance de STSI Bokar est encore possible. Le matériel, la main-d'œuvre, les marchés et une prétendue somme de 4 milliards de nos francs dans les caisses l'attesteraient. Joint par téléphone, le syndic judiciaire au suivi du dossier Bokar nous a donné rendez-vous pour mercredi prochain. Affaire à suivre. L'actualité en Afrique nous conduit en RDC où la mouvance présidentielle et une frange de l'opposition devraient signer mardi un accord sur les modalités d'exercice du pouvoir à la date d'expiration du mandat du président Kabila le 19 décembre 2016. Le texte prévoit que le président Joseph Kabila reste au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur. En contrepartie, l'opposition se voit octroyer le poste de Premier ministre. Linda Gaël Maganga pour le point de ces échanges.
La République démocratique du Congo est en attente d'un projet de loi qui devrait être signé mardi entre la mouvance présidentielle et la frange de l'opposition. Le texte prévoit que le président Joseph Kabila, dont le mandat expire en décembre 2016, reste au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur. En contrepartie, l'opposition se voit octroyer le poste de Premier ministre. Il s'agit d'un projet d'accord politique. Le texte va être soumis aux délégués qui participeront au dialogue ce lundi pour son éventuelle adoption. La date de la prochaine élection présidentielle est fixée en avril 2018, contrairement aux prévisions de la commission électorale qui parlait de décembre 2018. Le président actuel de la RDC, Joseph Kabila, n'a plus le droit de se présenter à cette élection selon la constitution congolaise. Mais les accords politiques et le dialogue initié lui permettront de rester à la tête du pays. Nous restons dans le même registre politique de réconciliation, cette fois au Burkina Faso, où 8 formations politiques de l'opposition, dont l'ancien parti au pouvoir, ont fondé à Ouagadougou dimanche une coalition dite pour la réconciliation à quelques jours du 2e anniversaire de la chute du régime de l'ex-président Blaise Compaoré. L'objectif ici est d'instaurer la réconciliation et de prendre le pouvoir de façon collective. On voit tout cela avec Katia Sandong. La nouvelle alliance a été baptisée Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER. Cette structure regroupe le CDP, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, ADF, RDA, principal parti allié du pouvoir de Compaoré, la nouvelle alliance du Faso, NAFA, proche de Djibril Bassolé, l'ex-chef de la diplomatie de Compaoré, ou encore l'Union nationale pour la démocratie et le développement, UNDD, de maître Herman Yamerogo. Djibril Bassolé, actuellement emprisonné, et Yamerogo, sorti récemment de prison, sont tous deux inculpés pour leur implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015 contre le gouvernement de transition. La CODER est non seulement un cadre de dialogue, de concertation, d'action politique, mais aussi un cadre de recherche de la cohésion sociale, de l'unité et de la réconciliation nationale des Burkinabés, a déclaré Abdesser Ouedraogo, porte-parole de la coalition. Ce regroupement semble diviser l'espace politique burkinabé en 3 groupes fondamentaux. D'un côté figurent les partis politiques proches du pouvoir du président Christian Kaboré et de l'autre côté, on trouve les partis regroupés autour du chef de file de l'opposition, Zéphérin Diabré. Enfin, la COBER regroupe des sociodémocrates mais aussi des partis libéraux et centristes. Ses fondateurs ont lancé un appel au président Kaboré pour l'ouverture d'un dialogue national inclusif. Au Niger, la prison de Koutoukale, à 50 km au nord-ouest de Niamey, où sont détenus des terroristes, a été attaquée ce lundi à 4 h du matin par des hommes armés qui ont laissé repousser derrière eux des morts portant des ceintures explosifs. Le récit de Mirandangé. Des hommes armés ont lancé ce lundi à l'aube une attaque contre la prison de Koutoukale, à 50 km au nord-est de Niamey, l'établissement pénitentiaire le mieux gardé du Niger, où sont détenus de nombreux djihadistes. Cette attaque survient après l'enlèvement vendredi dernier d'un travailleur humanitaire américain que ses ravisseurs ont amené au Mali voisin. Pour le ministre de l'Intérieur du Niger, il y a 2 blessés dans le rang des gardiens de la prison et un mort chez l'ennemi. Selon les premiers éléments, les assaillants sont arrivés sur plusieurs motos, mais n'ont pu pénétrer dans l'enceinte. L'assaillant, dont le corps était encore sur place en fin de matinée, portait une djellaba grise et avait la tête enturbanée. Il disposait d'une ceinture explosive qui était intacte. La prison de haute sécurité de Koutoukale est considérée comme la plus sûre du pays. Elle se trouve dans une zone broussailleuse, sans aucun bâtiment aux alentours. Pour empêcher l'infiltration de groupes armés et faire face à la menace permanente, le Niger, qui fait fréquemment appel aux bailleurs de fonds internationaux, mobilise d'importantes ressources pour ses dépenses militaires. Mettons le cap sur les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont averti dimanche que les alliés occidentaux envisageaient d'imposer de nouvelles sanctions économiques ciblées contre la Syrie et la Russie face au siège d'Alep, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry à Londres. Suivant cet élément. Le secrétaire d'État américain John Kerry a tenté dimanche à Londres de relancer avec les Européens les efforts pour mettre fin à la guerre en Syrie, après des discussions en Suisse avec la Russie et les acteurs régionaux. À la suite de cet entretien, de nouvelles sanctions contre Bachar al-Assad et son allié russe sont envisagées. Je veux être clair.
Nous envisageons des sanctions supplémentaires et aussi, je vais être clair, le président Obama a laissé toutes les options sur la table à l'heure actuelle. Donc, on fera le point dans les prochains jours dans le contexte des discussions que nous avons. Merci. Une position soutenue par les Européens. Il y a de nombreuses mesures que nous proposons de prendre, des sanctions supplémentaires contre le régime syrien et leur soutien, des mesures pour amener les responsables de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. Tout ceci touchera les auteurs de ces crimes et ils devraient commencer à y penser maintenant. Depuis l'échec du dernier cessez-le-feu, fin septembre, l'offensive russo-syrienne contre la partie d'Alep, tenue par les rebelles, a tué des centaines de personnes, pour la plupart civiles. Moscou a proposé il y a 2 jours une sortie sécurisée de la ville pour les rebelles et l'ONU a présenté un plan visant à faire sortir d'Alep les combattants de Fatah al-Sham. Mais l'opposition et ses soutiens craignent que, sous couvert d'évacuer les combattants, le régime et son allié russe ne veuillent forcer une reddition complète. Depuis mars 2011, le conflit en Syrie s'est complexifié et internationalisé, provoquant la mort de plus de 300 000 personnes et dévastant le pays. Je vous l'ai annoncé en titre, le Salon international de l'alimentation, plus grande vitrine agroalimentaire mondiale, s'est ouvert ce dimanche à Paris dans un monde tiraillé entre la montée des risques liés à l'alimentation industrielle et l'appétit pour les saveurs mondialisées permettant de découvrir de nouvelles saveurs et tendances à l'accent latino. Regardez. Le Salon international de l'alimentation, plus grande vitrine agroalimentaire mondiale, se tient au Parc des Expositions de Paris-Nord depuis ce dimanche. Un événement qui permet d'entrevoir ce qui se trouvera dans les assiettes d'ici peu. Et cette année, le produit en vogue n'est autre que l'algue. Aujourd'hui, les algues sont très demandées par le consommateur parce que ce sont des produits donc déjà végétaux et qui vont rassurer. Il y a eu pas mal de scandales dans l'alimentaire, la vache folle, la fièvre afteuse. Il n'y a pas très longtemps, la viande de cheval dans les lasagnes. Et aujourd'hui, sur les algues, qui sont source d'oligo-éléments et de minéraux, on a une connotation santé naturelle liée aux océans, à la Bretagne. Donc c'est un produit qui est fortement demandé, tant est qu'on ne pollue pas trop nos océans. Aujourd'hui, sur nos tartares de grand-mère, pour le respect du produit, on travaille les ingrédients les plus courtes possibles. Donc c'est un mélange de 3 algues, algues vertes, algues rouges et algues brunes, auxquelles on rajoute une purée de carottes et des épices qui sont de la poudre de curcuma tout simplement. Le CIAL, qui a lieu tous les 2 ans en alternance avec le Salon à Nogent en Cologne en Allemagne, mettra l'accent cette année sur l'Amérique latine où le quinoa reste une source végétale de protéines. Il y a 2 ans, c'était l'année internationale de la quinoa. Il y avait donc beaucoup de publicités faites par le gouvernement bolivien et péruvien. Les prix ont beaucoup augmenté. Aujourd'hui, les prix sont un peu plus bas, mais nous pouvons atteindre plus de marchés. Nous sommes à beaucoup d'endroits désormais. Le CIAL qui dure jusqu'au 20 octobre prévoit une hausse de 10% du nombre d'exposants sur une surface de 27 hectares, soit 100 supermarchés côte à côte. Et puis, avant de nous quitter, le rappel des titres. Nous avons eu en bonne place dans ce journal la célébration ce 17 octobre de la Journée mondiale de l'alimentation placée sous le thème « Le climat change l'alimentation ». Conférences, débats et autres visites étaient au cœur de l'événement. En RDC, nous avons vu les contours de l'accord entre une frange de l'opposition et le pouvoir en place qui devrait signer mardi sur les modalités d'exercice du pouvoir à la date d'expiration du mandat du président Joseph Kabila le 19 décembre prochain. L'ouverture du CIAL est effective. Vous l'avez vu, le Salon international de l'alimentation, la plus grande vitrine agroalimentaire mondiale, s'est ouvert ce dimanche à Paris, comme vous avez pu le constater dans ce journal. Voilà, Madame, Monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement.